Bonsoir et bienvenue au deuxième numéro de Storm News de la semaine. Au sommaire de ce journal, funérailles ce mardi du journaliste Julie Lambert à l'église Sacré-Cœur de Turgeau. Les Nations Unies encouragent les acteurs politiques haïtiens à continuer sur la voie du dialogue pour la tenue des prochaines élections. Le gouvernement haïtien dresse un bilan positif de sa participation au deuxième sommet ALBA CTP Petro-Caribé tenu à Caracas les 3 et 4 avril. Ouverture des assises nationales sur la qualité de l'éducation en Haïti. Formation en interprétation des signes, une initiative de la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et de l'Office de management et des ressources humaines. Et à l'étranger, le dossier de l'Ukraine s'amplifie. Les manifestations continuent dans l'est du pays où une ville s'est autoproclamée indépendante. Le développement de ces titres et d'autres, c'est tout de suite. Bienvenue au développement de ce journal. Plusieurs dizaines de journalistes ainsi que de représentants du gouvernement et des personnalités de la société civile ont assisté ce mardi aux obsèques du journaliste Julie Lambert à l'église Sacré-Cœur de Turgeau. La famille et les proches du défunt en pleurs ont rendu un hommage poignant au journaliste décédé jeudi dernier des suites d'un cancer lymphatique. L'occasion pour le célébrant principal, Père Marc-Henri Siméon, de souligner le professionnalisme et l'amour que le journaliste portait à son métier. La directrice de l'information de Radio Ibo, Marie-Raphaël Pierre, a rendu hommage à la mémoire de Julie Lambert et reconnaît qu'il était compétent et qu'il faisait son travail avec passion et avec beaucoup de talent. Sa mort est une perte considérable pour la radio. Cet homme courageux, en dépit de sa maladie, cherchait toujours à informer la population à travers son journal matinal à la Ronde Badet, ajoute Madame Pierre. Julie n'était pas un spécialiste de l'information, mais de la communication. Cette différence est significative, car en informant, nous tenons pas assez compte du destinataire. On a pu découvrir quelqu'un d'autre en lui qu'on n'a pas pris le soin de découvrir avant, peut-être. On a pu comprendre qu'il s'est laissé brûler du feu de l'amour dans l'exercice de son activité. On a pu comprendre qu'il n'est pas quelqu'un qui a embrassé la communication pour gagner simplement sa vie, mais qu'il a fait cela par amour, qu'il a choisi un métier qu'il aime et un métier aussi qu'il aime, car en si peu de temps, il a pu marquer le milieu de la presse ici chez nous. Ce journaliste multimédia, responsable, honnête et sérieux, aimait partager ses connaissances avec ses collègues. Il avait éprouvé du plaisir à le faire. Quand Judeline, Pierre-Michel, Ludger, Berminda, Gardi avaient des difficultés pour manipuler le logiciel de traitement de son, il était toujours là, un bon coach. Il a aussi beaucoup aidé Judeline et Ludger à maîtriser le reportage comme genre journalistique. Ses relations avec ses collègues à Radio Ibo, ses confrères et consoeurs de la corporation étaient très amicales. Les confrères et consoeurs du quotidien Le Nouvelliste et du magazine Le Défi peuvent en témoigner. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a présenté ce mardi 8 avril le rapport de Ban Ki-moon qui salue la signature de l'accord Rancho tout en encourageant les acteurs politiques à continuer sur la voie du dialogue pour la réalisation d'élections inclusives et transparentes prévues pour la fin de cette année. Madame Honoré indique que la MINUSTAH est prête à apporter un appui à la réalisation des prochaines législatives en Haïti. MINUSTAH applaudit et encourage tout acteur politique haïtien pour continuer le dialogue qui a commencé depuis 2012 avec support médiateurs tant que Religion pour la paix ou bien l'Église catholique pour voir comment ils sont capables d'organiser l'élection dans bon genre conditions dans fin année. Dans MINUSTAH, nous appuyons les forces et nous souhaitons que Chita parle ça yo
qui pas dansé collé avec violence, continuer et servir comme exemple dans l'élection qui gagne pour fait dans fin année ça. Pour me finir, m'a dit c'est grâce à progrès qui fait dans la stabilisation pays depuis 2004 qui fait nous capables d'entrer aujourd'hui dans phase consolidation. Façon Nations Unies pour continuer à assurer présence dans le pays, pour permettre l'organisation nous à continuer par autorité tout beau radio besoin dans le niveau national, départemental et local pour stabilité et développement dans l'intérêt population haïtienne. De notre côté, le chef de la MINUSTA a également fait le point sur le processus de consolidation de stabilisation des activités de la MINUSTA et a indiqué que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU soutiennent la perspective de redoubler des efforts dans le développement de la PNH et de la réforme du système judiciaire haïtien. Le secrétaire général s'est montré confiant sur le fait qu'Haïti et ses partenaires peuvent poursuivre le processus de consolidation de la stabilisation autour des 4 indicateurs clés, processus qui a débuté en 2012, c'est-à-dire le plan de développement de la police nationale d'Haïti en accord avec le plan de développement de la PNH 2012-2016. Pendant le débat du Conseil de sécurité, les États membres ont soutenu cette perspective tout en soulignant la nécessité de redoubler des efforts dans les domaines du développement de la police nationale et surtout de la réforme du système judiciaire pour consolider le processus de stabilisation. En accord avec la résolution 2119 votée en octobre 2013 par le Conseil de sécurité, un processus d'étude et de planification au sujet de la configuration post-2016 de la présence des Nations Unies en Haïti a été lancé par le secrétaire général. C'est la première étape du processus qui aidera le Conseil de sécurité à déterminer la forme la plus appropriée pour soutenir la stabilité et le développement après la fin du processus de consolidation de la mission. Une délégation du gouvernement haïtien a participé au 2e sommet extraordinaire ALBA-TCP Petro-Caribé les 3 et 4 avril dernier à Caracas en vue d'établir un plan d'action pour l'éradication de la faim et de la pauvreté dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. La ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Thomas Jacques, qui faisait partie de la délégation, annonce que les pays membres de l'ALBA, en coopération avec le FAO, vont se servir des fonds Petro-Caribé pour mettre en exécution le projet. Moi-même avec le ministre Ozane, nous sommes participés dans 2 jours de travail avec la FAO et Petro-Caribé pour permettre que nous gardions ensemble le plan d'action que pays d'Haïti, FAO et Petro-Caribé a travaillé pour permettre que nous arrivions à identifier un ensemble de projets qui pourraient faire partie de fonds qui pourraient créer pour que ensemble les pays qui font partie de la zone économique Petro-Caribé, eh bien, ils disent, ils mettent tête ensemble pour gommer contre la faim. Et dans ce sens, il y a des outils que Petro-Caribé proposait, c'est à partir de factures pétrolières là, sous dette long terme et sous part de remboursement de dette à long terme, c'est prélever un pourcentage de dette là pour créer un fonds qui pourra permettre que vous financer type de projet ça. Donc à partir de factures pétrolières sur les pays d'Haïti, pour nouvelles factures pétrolières
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, eh bien, il va prélever un pourcentage sous dette long terme et pourcentage ça, il a créé un fonds et qui lui-même font ça pour permettre que eh bien projet que chaque pays a préparé eh bien il va le financer à partir de fonds ça. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a animé une rencontre entre les acteurs concernés ce mardi autour du projet de l'île à Vache. La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des droits humains et de la lutte contre l'extrême pauvreté, Marie-Carmel Rozanne-Auguste, annonce que le gouvernement procédera à la distribution de kits alimentaires à plus de 5000 familles ainsi qu'au renforcement du programme d'alphabétisation. Les précisions de la ministre Marie-Carmel Rozanne-Auguste. Le gouvernement a articulé depuis quelques mois un projet de développement de grande envergure sur l'île et face à la vision sociale du gouvernement qui est l'option préférentielle pour les pauvres, on ne saurait laisser de côté la population sur l'île. Les premières interventions du gouvernement, c'était justement l'organisation sociale de la population. Et c'est pour ça qu'il y a eu déjà la construction d'un centre communautaire, la construction d'une radio pour communiquer avec la population. Et il y a eu déjà des interventions du Programme national d'assistance sociale, mais maintenant on va intensifier l'intervention des peuples. Et on a déjà justement enregistré plus de 600 maires, 641 maires dans plusieurs écoles. On va augmenter ce chiffre et ces maires vont recevoir leur première allocation de 2 mois demain avec l'Unitransfert comme opérateur. Hier, on a déployé sur l'île une équipe des peuples qui est en train justement de recruter des chefs de famille. On va recruter 2500 chefs de famille qui vont recevoir d'ici la semaine prochaine, la semaine 7, qui vont recevoir un bon de solidarité de 1000 gouttes. Et nous allons aussi distribuer 5000 paniers de solidarité à travers les localités sur l'île, à Caïcoq, Madame Bernard, Bois-Bouton, La Fortune, Dentelle, Baléraz, Pointès, La Halle, Trou-Milieu, Grande Plaine, Soulette, Grande Sable, Grande Barrière. Nous ne pas quitter aucune, on ne va vraiment laisser aucune localité de côté et parce que notre approche est une approche inclusive et nous allons travailler avec tout le monde et nous n'allons pas laisser de côté personne et nous n'allons non plus mettre personne dehors sur l'île. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes d'Haïti a organisé ce mardi une journée d'accueil et de formation à l'intention des jeunes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en vue de les initier dans la sphère politique. Cette activité s'inscrit dans le cadre de leur programme d'intégration de nouveaux jeunes au parti afin de les orienter dans le volet politique, selon Maître Kandé Wanik, responsable juridique. Oui, le parti politique, c'est toujours à l'élection pour la prise du pouvoir. Mais je dis là, ce n'est pas une question d'élection qu'a parlé, c'est une question de jeunes RDNP qui ont besoin de travail pour nous changer ça. Parce que je dis là, élection qu'a faite, élection pas faite, qu'élection faite dans 10 ans, nous-mêmes jeunes RDNP, avec nous, ça qui vient nous avons toujours travaillé dans le parti politique là pour nous réformer le parti politique, pour nous changer le parti politique RDNP à plus précisément. Le programme ça nous organisé, c'est justement professeur Maniga a fait un appel pour le mois de jeunesse. Entrer dans le parti politique parce que c'est force pays, c'est pour mon pays pour entrer dans le parti politique. Plus précisément, RDNP, qui est un parti qui est plus ancien, un parti qui travaille, un parti qui toujours des gens qui travaillent ensemble avec nous, sont venus, je dis à la pour nous venir, non seulement nous avons une conférence de presse pour nous renouveler appel professeur Maniga faire, mais je dis à tout, nous dit, nous avons venu, je dis, parce que l'on dit, nous avons venu au côté, il faut qu'on côté pour accueillir. Je dis à nous ouvrir porte là, je dis à ici, là, pour nous accueillir jeunesse, pour nous dire, non seulement les nous venus, nous pas venus pour nous laguer pour contre nous, mais nous venus pour nous joindre nous-mêmes ensemble avec eux, pour nous aider, pour nous former, pour nous donner des formations et nous. La première journée des assises nationales sur l'éducation déroulée aujourd'hui à l'hôtel Royal Oasis se révèle positive selon l'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, Michael Jean, qui répondait aux questions des journalistes ce mardi en marge de la rencontre.
L'éducation, l'un des leviers importants du gouvernement qui travaille sur l'établissement d'une éducation de qualité allant de la maternelle à l'université pour pérenniser l'inclusion sociale. L'ex-gouverneur du Canada donne la garantie que le suivi de ces assises va être plus important que la disposition elle-même. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, de concert avec l'Office de management et des ressources humaines, lance vendredi prochain une séance de formation en interprétation des signes à l'intention des cadres de la fonction publique préposés aux services d'accueil. Cette formation, qui durera 3 mois, sera l'occasion pour les fonctionnaires d'offrir de meilleurs services aux handicapés fréquentant l'administration publique. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol, apporte des précisions au micro de Storm TV. Son formation vraiment est en langue des signes. Nous connaissons Souyo, mais malheureusement, à cause de déficience, ils ne sont pas capables de communiquer facilement avec bouche. Donc, ils utilisent main très souvent pour être capables de communiquer. Mais par exemple, pile monde qui connaît le langage des signes, on voudrait que le monde là et on monde qui a fait le mouvement avec bras et avec main, on peut se karaté, on peut se jouer. Donc avec formation ça, on a une meilleure compréhension de culture sur eux et a une capacité pour communiquer avec sur eux dorénavant. Nous visons et former 30 agents de la fonction publique sur la langue des signes. Également, nous parlons offrir une formation qui permet une meilleure compréhension de situation sur dans la communauté haïtienne. En fait, l'initiative ça est visée vraiment renforcer et structure qui est capable de mieux accueillir et les gens qui vivent avec problèmes auditifs. Donc, nous connaissons que il y a un pile sourd dans la communauté haïtienne et malheureusement très souvent et plaignent que les services d'accueil dans différents ministères, organismes autonomes de l'État n'ont pas vraiment structuré de façon à offrir un meilleur accompagnement. Et dans l'international, en Ukraine, la crise bat son plein. Les autorités durcissent le ton face aux séparatistes qui ne cessent de manifester dans l'est du pays à la veille des prochaines élections présidentielles. Les États-Unis dénoncent la Russie d'infiltrer les manifestations. Luhansk et Donetsk se sont autoproclamés indépendants ce vendredi en attendant un probable référendum avant le 11 mai. Reportage Pierre-Lunique Revanche. L'Ukraine est encore loin de se remettre de sa crise depuis le rattachement de la Crimée à la Russie le 11 mars dernier. Ce mardi, les autorités ukrainiennes ont durci leur ton face aux séparatistes et entendent les traiter comme des terroristes et des criminels. 70 activistes pro-russes ont été arrêtés à Kharkiv, où des manifestants pro-russes réclament l'indépendance. Ils n'entendent pas quitter les lieux avant l'organisation de référendums. D'autres parlent déjà d'une Ukraine unie sous forme fédérale. Nous espérons que les gens seront loyaux parce que nous n'allons pas quitter cet endroit tant qu'il n'y aura pas un référendum. Je pense qu'on aura une Ukraine unie, mais sous la forme d'un État fédéral. Une situation qui risque de perturber les prochaines présidentielles anticipées du 25 mai. Le candidat du parti du président déchu, Mikhailo Dobkin, soutient qu'il faut plus qu'un référendum pour résoudre la crise et rejette la possibilité que la Russie mette la main sur d'autres régions de l'Ukraine. Aucun référendum ne peut effacer les problèmes qui existent dans notre société, explique-t-il. Je pense que des changements dans la constitution de l'Ukraine, qui apporteraient plus de pouvoir au niveau local, est le seul moyen de préserver l'intégrité et la stabilité de notre État. Je rejette toute possibilité que la Fédération russe puisse mettre la main sur quelques régions que ce soit de l'Ukraine. Je pense que la Crimée est un problème auquel le point final n'a pas encore été mis. Le Parlement ukrainien ne s'entend pas encore, même après le départ de Yanukovych. Le leader du parti communiste Petro Simonienko a mis le feu aux poudres en comparant les pro-russes du reste de l'Ukraine aux pro-européens de la place Maïdan de Kiev. Le mouvement séparatiste en Ukraine prend une toute autre allure. 3 villes proches de la frontière russe de l'est de l'Ukraine continuent sans relâche leur mouvement. Les manifestants vont jusqu'à mettre le feu. L'Assemblée régionale à Kharkiv a été prise d'assaut. Aux États-Unis, la Maison-Blanche se dit inquiète de la situation qui ne cesse d'empirer et accuse le Kremlin d'infiltrer les manifestations pour y semer le trouble. Luhansk et Donetsk se sont autoproclamés républiques indépendantes et souveraines.
Au nom de la volonté des citoyens de Donetsk et en conformité avec les valeurs et le bien commun ainsi que les lois internationales, le Conseil régional de Donetsk proclame ce qui suit. L'établissement d'un État souverain, la République des citoyens de Donetsk. L'Université de Connecticut a gagné la finale de la NCAA. Hier soir, les Huskies ont battu les Wildcats de Kentucky 60-54. Shabazz Napier a été le grand artisan de cette victoire en marquant 22 points. L'événement s'est déroulé au Dallas Cowboy Stadium devant près de 80 000 spectateurs, dont les deux anciens présidents américains George Bush et Bill Clinton. Un an après avoir été privé de la folie de mars pour des raisons scolaires, Connecticut a glané le trophée pour la 4e fois de son histoire, après ceux de 99, 2004 et 2011. Les Huskies ont déjoué les pronostics et sont devenus la première équipe seulement tête de série numéro 7 de son championnat à remporter la finale du basketball universitaire américain. Football en Ligue des Champions, on connaît l'identité des deux premiers demi-finalistes. Ce sont Chelsea et le Real. Les Blues, qui s'étaient inclinés 3-1 au match aller, ont composté leur billet pour le dernier carré en s'imposant 2-0 face au Paris Saint-Germain cet après-midi à Stamford Bridge. Entré à la place d'Eden Hazard blessé, André Schürrle a ouvert la marque à la 32e minute, 1-0, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, Chelsea a parfaitement contrôlé le sujet en pressant l'équipe parisienne qui a été peu inspirée. À 3 minutes de la fin, les Parisiens y étaient, mais Dembaba a arraché la qualification de la main des Français à la 87e minute, un billet qui a permis à Mourinho de gagner le pari. De l'autre côté, le Real est allé chercher la qualification à Dortmund. Sans Cristiano Ronaldo, les Merengues ont perdu 2-0 et ont quand même composté leur billet car ils avaient déjà fait l'essentiel en dominant les Allemands au match aller 3-0 au Santiago Bernabéu. Tout de suite, le rappel des titres. Funérailles ce mardi du journaliste Julie Lambert à l'église Sacré-Cœur de Turgeau. Les Nations Unies encouragent les acteurs politiques haïtiens à continuer sur la voie du dialogue pour la tenue des prochaines élections. Le gouvernement haïtien dresse un bilan positif de sa participation au deuxième sommet Alba CTP Petro-Caribé tenu à Caracas les 3 et 4 avril. Ouverture des assises nationales sur la qualité de l'éducation en Haïti. Formation en interprétation des signes, une initiative de la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et de l'Office de management et des ressources humaines. Et à l'étranger, le dossier de l'Ukraine s'amplifie. Les manifestations continuent dans l'est du pays où une ville s'est autoproclamée indépendante. Merci d'avoir suivi ce Storm News. Restez branchés, la Storm TV.